OK, donc la première partie du cours, ça va être sur les principes de base du protocolage en scan. C'est un peu comme je vous ai expliqué, là, on peut pas vraiment faire le tour de chaque section. Ça va vous être donné séparément, je pense à partir même de demain. Par contre, ça va être un peu vous introduire aux principes de base qui entrecoupent plusieurs sections, puis ça devrait vous donner un petit peu des bases pour comprendre pourquoi on fait différents protocoles. Vous allez voir aussi que dans différents milieux, dépendamment pour le même examen, par exemple, on pourrait avoir différentes façons de protocoler. Puis ça, ben, il va juste falloir s'y adapter. Là, malheureusement, comme à Maisonneuve, c'est pas nécessairement la même chose qu'au CHUM pour la même présentation, mais ça, vous allez voir éventuellement pendant vos stages. Donc, quand on fait un protocole de scan, il y a plusieurs facteurs à tenir en compte. Premièrement, la couverture anatomique, ça c'est assez important. Il faut s'assurer d'inclure la structure anatomique en question, évidemment. Vous allez voir tantôt un petit peu quelles sont les régions d'intérêt. La dose de radiation, le contraste iodé, on va y revenir, les reconstructions. Ce qui affecte aussi la qualité de l'image, il y a le temps d'acquisition de l'examen. Ça va être important, surtout les patients agités, par exemple. Là, il va falloir faire des séquences rapides ou des patients qui sont très dyspniques, qui respirent rapidement. On a des séquences comme des séquences flash, mettons, pour les embolies pulmonaires, qui vont être plus rapides. La qualité est un petit peu moins bonne de l'imagerie, mais on gagne en vitesse et donc on va diminuer les flous cinétiques, par exemple, du poumon qui bouge chez un patient très dyspnique et tachypnique. Donc, ça, c'est important à considérer. Puis il y a d'autres choses qui affectent la qualité d'image sur lesquelles on a moins de contrôle. Le gabarit du patient, c'est sûr que ça joue un rôle. Le mouvement, les patients délirieux particulièrement qui viennent pour des scans de tête. Vous allez voir les technologues, ils mettent du scotch tape autour de la tête, puis ils mettent une espèce de moule en mousse pour essayer d'éviter le plus possible les mouvements. Des fois, ça va nécessiter une sédation également du patient. Ça, c'est habituellement coordonné avec le médecin traitant, mais c'est des choses qui vont affecter beaucoup la qualité d'image. Puis le respect des consignes, ça, c'est surtout important pour thorax et abdomen. Les consignes respiratoires, le patient doit être en apnée si on veut avoir un examen qui n'a pas d'artefact de mouvement. Si jamais on a des mouvements, ça va évidemment dégrader l'image. Une autre chose qui est importante, c'est le fenêtrage. Le fenêtrage, dans le fond, ça va affecter la façon dont nous, on visualise l'examen. Mais par contre, c'est quelque chose qui s'ajuste par la suite là, à l'ère du numérique. Et donc, ça fait pas vraiment partie du protocolage parce que toutes les images d'ICOM, vous pouvez par la suite changer l'apparence sur votre fax. La couverture anatomique, je vous ai fait un petit schéma ici pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça inclut. Donc, un scan de tête, on part du vertex et on descend à peu près jusqu'à la maxillaire supérieure. OK? Donc, on couvre pas nécessairement plus bas. Des fois, chez certains patients, ils vont avoir quasiment jusqu'au menton, là, mais généralement, ça, c'est le repère. Le massif facial, on part juste au-dessus des orbites et on descend pour inclure la mandibule au complet. Ça, c'est plus pour des recherches, mettons, de fracture du massif facial. J'ai pas mis sinus là-dedans, mais sinus, c'est assez similaire à un protocole de massif facial en termes de couverture. Pour le cou, on part au-dessus des orbites et on descend jusqu'aux apex pulmonaires. Fait que vous avez quand même très large sur un scan du cou. Des fois, ils vont vous demander, par exemple, les médecins traitants à l'urgence ou autres qui sont moins familiers vont dire, tu sais, massif facial et cou. Mais honnêtement, ça va être finalement un scan. On peut juste protocoler un cou puis demander de faire des reconstructions sur le massif facial parce que c'est la même région anatomique qu'on prend. Ensuite, le thorax, on part au-dessus des apex pulmonaires, fait qu'on a absolument le rachis cervical inférieur et on va descendre en dessous des surrénales. Parce que vous savez, il y a le récessus costophrénique qui descend assez bas de 1, fait qu'il faut aller assez bas pour notre scan du thorax. Mais on veut aussi inclure les surrénales, généralement parce que si un patient a un cancer du poumon, un des endroits fréquents de métastase, c'est les surrénales. Donc, on a toujours l'abdomen supérieur. Là, vous allez voir des degrés variables. Là. Il y a des milieux qui vont arriver quasiment au crête iliaque quand ils font des thorax. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu trop de l'abdomen, mais vous allez voir qu'il y a quand même de la diversité. Pour ce qui est de l'abdo-pelvien, on couvre des bases pulmonaires. Donc, les coupoles diaphragmatiques qui remontent quand même un peu plus haut. Donc, on va couvrir de là et descendre habituellement en bas de la symphyse pubienne pour s'assurer ou même en bas des ischions pour s'assurer d'avoir toute la région pelvienne. L'Uroscan, quant à lui, va couvrir un petit peu plus bas. On n'a pas besoin d'avoir les coupoles au complet parce que notre intérêt ici, c'est d'imager l'arbre urinaire et les reins commencent un peu plus bas que le dôme des coupoles diaphragmatiques. Fait que c'est pas un champ d'acquisition aussi grand. Souvent, sur l'Uroscan, on va juste avoir une partie du foie, tandis que l'abdo-pelvien va inclure tout le foie parce qu'on couvre les coupoles au complet. Pour ce qui est de la dose de radiation, donc, la qualité de l'image va être dépendante de plusieurs facteurs. Entre autres, si on ajuste le kV, c'est le kilovoltage de l'appareil, ça va influencer la dose. Ça, vous avez vu ça, vous allez voir ça dans vos cours de physique.
Mais surtout, ce qu'on joue le plus, ça va être la modulation du courant. Le courant, c'est exprimé en milliampères secondes. C'est ça qui va donner un indice un petit peu de comment l'image est bruitée. Plus on augmente le MAS, plus ça va donner une image de meilleure qualité, mais la dose également aux patients de radiation ionisante va être augmentée. Donc, il faut savoir que quand on diminue la dose, c'est bon parce qu'on fait de la radioprotection, mais on diminue aussi la qualité de l'image. Donc, c'est une espèce d'équilibre à trouver entre un examen qui est le moins irradiant possible tout en demeurant diagnostique. Puis, vous allez voir maintenant au CHUM, entre autres, l'Uroscan maintenant se fait à extrêmement faible dose. Je vais vous montrer des images, c'est très, très bruité. Donc, ça, c'est quand même important. Par exemple, des fois, les médecins vont vous dire, écoutez, je pense que le patient a peut-être une lithiase urinaire, mais tu sais, il fait de la fièvre, je suis pas trop sûr. Peut-être qu'il y a un appendicite, peut-être qu'il y a une diverticulite. Mais à ce moment-là, c'est mieux de pas faire le protocole Uroscan, du moins au CHUM, parce que c'est tellement faible dose que vous pouvez manquer, par exemple, une diverticulite débutante ou un appendicite. Et puis à ce moment-là, on se dit mieux de faire juste un scan abdominopelvien sans injection de contraste ou avec injection, peu importe. Là. Ça, vous verrez selon les sections, mais on va être mieux en mesure de voir les autres trouvailles que juste trouver des lithiases. Donc, ce examen, c'est un examen de un scan Uroscan faible dose. Là. Vous voyez, on voit un petit point qui est hyper dense ici, qui représente une lithiase, mais l'image, elle est extrêmement granulaire. Ça, c'est un autre exemple là, tiré de la littérature. Là, j'aurais pu en prendre des cas de l'hôpital, mais c'est un scan faible dose, là, très faible dose, comme Uroscan au CHUM, versus un scan ici de dose plus normale avec injection de contraste. Donc, vous voyez, c'est quand même pas du tout la même qualité d'image qu'on a. Et puis ici, il y avait un début de diverticulite aiguë. Tu sais, sur le scan, on va en reparler dans le cours sur les principes de base du scan, mais ici, c'est quand même assez évident qu'il y a un diverticule avec l'infiltration des graisses puis un épaississement péritonéal et du fascia latéroconal, tandis que ici, ça peut être quand même assez subtil. Je pense qu'on l'a rattrapé quand même, mais ça peut être subtil. Ça, c'est un exemple à gauche, un CT ultra faible dose. On voit quand même la lithiase. Si c'est juste ça qui nous intéresse, c'est suffisant. Mais par contre, ici, on voit que la qualité est quand même bien meilleure sur un scan faible, qui demeure de faible dose quand même, là, parce que tous les scans maintenant sont de faible dose, mais qui n'est pas ultra faible dose, si on veut. Le contraste iodé, l'apparence de l'examen va dépendre entre autres de plusieurs facteurs, dont la voie d'administration. Donc, si on injecte par intraveineux, ça va pas avoir évidemment la même apparence que si on injecte le contraste en intrarectal, si on le donne péros ou par un stomie ou un cathéter. Ça va dépendre aussi de la dose de contraste. Donc, ça, c'est exprimé en millilitres. Puis le débit d'injection en millilitres par seconde, souvent entre 3 et 5 millilitres par seconde. La majorité des scans chez les adultes, c'est fait avec des power injectors, des pompes automatiques sur lesquelles on ajuste la dose de contraste qu'on veut donner et le débit d'injection. Et puis, à ce moment-là, ces deux facteurs-là, quand on injecte en intraveineux, entre autres, vont affecter beaucoup l'image. Donc, c'est pas nécessairement pour, par exemple, un angioscan, quand on veut vraiment bien voir les vaisseaux, on va donner plus de contraste à un plus haut débit pour s'assurer que le bolus de contraste soit pas donné sur une longue échelle, que ça soit tout dilué dans le pool vasculaire, mais bien que ça soit un gros bolus très, très dense qui va bien opacifier les vaisseaux pour mieux voir. Donc ici, je vous ai tiré les exemples de Radiology Assistant. C'est un excellent site. J'ai mis la référence en bas, puis je le remets à la fin du cours, là. Mais ça ici, c'est une belle façon d'illustrer qu'est-ce qu'on va voir, puis comment le contraste voyage dans les veines. Donc, évidemment, à la base, qu'on injecte dans une veine, que ce soit une veine périphérique dans le bras, c'est le plus fréquent, ou par exemple un cathéter central, cathéter jugulaire. Le contraste va d'abord, évidemment, retourner par le réseau veineux jusqu'au cœur droit, dans l'oreillette droite. Ensuite, ça va passer par le système artériel pulmonaire et ça va retourner dans les veines pulmonaires jusqu'à l'oreillette gauche, dans le ventricule gauche, puis ensuite dans l'aorte. Puis ça, je vais vous montrer un peu la circulation du contraste, là, juste en graphique d'abord. Je vais revenir sur les images juste pour montrer. Donc, sur un examen sans contraste, c'est utile pour détecter, par exemple, les lithiases urinaires, des fois des cholélithiases, des cholédocolithiases, qui sont pas toujours denses. Là. Par contre, sur le scan, ça, c'est important de le savoir. Pour détecter des calcifications dans le foie ou dans le pancréas, pour détecter la graisse aussi dans des tumeurs, parce qu'il y a des tumeurs qui contiennent de la graisse, mais quand on donne du contraste, ils vont rehausser et donc par scan ne seront plus de densité graisseuse. Donc, c'est important d'avoir un scan sans contraste. Puis bon, ils disent le gras dans les lipomes ou les adénomes surrénaliens, là, ça va être quand même important. Pour ce qui est de la phase artérielle précoce, ça, c'est ce qu'on réfère, nous, habituellement à un angioscan. Okay? C'est vraiment un scan pour étudier les vaisseaux.
On parle ici d'un angioscan artériel. L'angioscan pulmonaire, c'est une autre affaire. On est encore plus précoce après notre injection de contraste parce qu'on est rendu juste aux artères pulmonaires, pardon. Là, ici, une phase artérielle précoce. On est rendu déjà dans le système du cœur gauche et l'aorte a commencé à être opacifiée ainsi que les branches artérielles proximales. Donc, ici, c'est un angioscan. Soit on va avoir un délai d'injection entre 15 et 20 secondes, soit on fait ce qu'on appelle du bolus tracking, c'est-à-dire on fait une coupe statique en scan sur le thorax, mettons, du patient et la technologue va mettre une zone d'intérêt sur l'aorte et puis ça va faire une coupe à chaque seconde. Puis du moment que la densité dans la région d'intérêt de l'aorte augmente passé un certain seuil, l'appareil va déclencher et faire le scan de la région d'intérêt, que ce soit la tête, le thorax, l'abdomen. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du bolus tracking. Donc ici, la phase artérielle précoce, c'est très utile pour l'étude des vaisseaux, puis détecter des choses comme des dissections aortiques puis des saignements artériels. Ensuite, on donne un peu plus de temps, environ 35 à 40 secondes après l'injection ou 20 secondes après le bolus tracking, mais retenez plus les temps après injection, ça c'est le plus utile. On tombe en phase artérielle tardive, OK? Donc à ce moment-là, le sang a eu le temps quand même de se rendre dans, par exemple, les organes, il est passé par les capillaires, il commence même à retourner par le réseau veineux. Fait en phase artérielle précoce, en phase artérielle tardive, ce qu'on réfère aussi parfois comme une phase artérielle hépatique, OK, c'est qu'on a eu le temps de remplir non seulement l'artère hépatique, mais la veine porte par le réseau splanchnique a commencé à se pacifier aussi également. Donc ça, c'est quand on tombe dans ce genre d'examen-là de phase artérielle tardive, on n'est plus dans un angioscan vraiment. Ici, on est plus comme un scan abdominal qu'on dirait une phase artérielle et une phase portale, par exemple, va inclure cette phase-là qui est l'artérielle tardif à 35-40 secondes. Ici, ça va être important pour voir certaines choses, comme le rehaussement de certaines tumeurs hépatiques. Les tumeurs primaires du foie vont presque toujours rehausser en phase artérielle précoce parce que leur vascularisation est du réseau artériel avant que le sang porte soit rendu dans les capillaires. L'autre chose aussi, c'est que le pancréas, c'est un organe qui est très, très vasculaire et qui se délave, c'est-à-dire que le contraste rentre et sort très rapidement. Donc, à ce moment-là, puis curieusement, ça, c'est quelque chose que j'ai appris en début de résidence qui m'a vraiment surpris. Les cancers très, très agressifs du pancréas, qui sont les adénocarcinomes, ils sont en fait hypovasculaires par rapport à la glande pancréatique. Et donc, si on attend un peu plus tardivement, la tumeur ici, elle pourrait ne plus être visible parce qu'elle va un peu se confondre au pancréas. Mais vu que le pancréas, lui, naturellement, est tellement vasculaire, si on image à cette phase-ci, à ce moment-là, le pancréas va demeurer très, très bright, si on veut, très, très dense, et la tumeur elle-même, elle va paraître hypodense. Et donc, ça va être une façon de détecter les tumeurs pancréatiques. Il faut une phase artérielle tardive à environ 35-40 secondes. Sinon, on va manquer des cancers du pancréas. C'est quand même important. Donc, à ce moment-là, bon, c'est aussi un moment où les intestins rehaussent beaucoup et le cortex du rein va commencer à rehausser. Pas déjà la médula ni les cavités collectrices du rein. Donc ici, ils disent que c'est utile, par exemple, pour détecter les carcinomes hépatocellulaires, l'hyperplasie nodulaire focale, c'est toutes des choses que vous allez apprendre plus tard, mais surtout retenez l'adénocarcinome pancréatique, là, il faut absolument une phase artérielle tardive à 35 secondes. Et l'ischémie mésentérique, c'est aussi utile parce que, comme je disais, les intestins rehaussent de façon assez avide précocement. Si on attend encore un petit peu, on est rendu à 70-80 secondes. Nous, c'est habituellement 70 qu'on fait dans les différents milieux. On tombe en phase hépatique. OK? Donc, ici, c'est comme quand on dit un scan abdo-pelvien biphasique, c'est on inclut une phase artérielle tardive et une phase hépatique. Et puis, à ce moment-là, le contraste, non seulement était rendu dans la veine porte, il y a eu le temps de rentrer dans les capillaires par le réseau porte et même les veines sushépatiques commencent à se pacifier. Ça va être utile pour détecter plusieurs choses, dont des lésions hypovasculaires au foie, comme certaines métastases, des kystes, des abcès. Puis, ça va être aussi utile à ce moment-là pour évaluer le parenchyme rénal parce que la médula va rehausser à ce moment-là. Essentiellement, c'est ça. Je vous dirais que la phase hépatique, c'est quand, dans la majorité des milieux, on dit juste un C+ standard de l'abdomen, ça réfère à ça. Ça réfère à une phase hépatique. C'est le scan qu'on fait de loin le plus fréquemment en abdomen. OK? Ensuite, on attend un petit peu plus. On tombe à la phase néphrogénique, qui ont mal écrit ici. Là, c'est un site je pense, qui est des Pays-Bas. Donc, on tombe à peu près à 100 secondes post-injection. Puis à ce moment-là, tout le rein va rehausser de façon très, très homogène. Puis ça pourrait être une façon de détecter les cancers du rein qui sont plus hypovasculaires, mais ça, on ne rentrera pas trop en détail. Mais bon, cette phase-là, elle est un petit peu moins importante.
Ensuite, la phase retardée ou la phase, par exemple, on dirait excrétrice pour le parenchyme rénal, c'est le moment auquel les cavités collectrices du rein vont commencer à s'opacifier parce que le rein a eu le temps de filtrer le contraste iodé et l'excréter. C'est au moment auquel on pourrait détecter des choses comme des cancers urothéliaux qui sont ici dans le bassinet du rein. Puis c'est aussi le moment quand on attend très, très, très tardivement, tout ce qui est fibreux va se mettre à plus rehausser. C'est pas tant que les choses fibreuses rehaussent tardivement, c'est que les autres organes ont eu le temps un peu de comme vider le sang parce que le contraste est passé plusieurs fois dans la circulation, s'est fait diluer, mais à chaque fois qu'il passe dans une lésion fibreuse, elle va moins bien se délaver. Donc, le contraste va un peu stagner là. Donc, c'est pour ça que relativement au foie, mettons, mais la lésion qui est plus fibreuse, comme un cholangiocarcinome fibreux ou des métastases fibreuses comme du cancer du sein qui sont très, très, très rétractiles, mais les autres vont rehausser plus relativement au foie. OK? Donc, ça, c'est un peu des exemples là, qui ont montré à différents temps. Puis, on peut attendre quand même beaucoup. Des fois, on peut faire 10-15 minutes plus tard pour avoir des images plus tardives. Comme par exemple, les phases excrétrices dans certains milieux, des fois, ça va être 10 minutes, 15 minutes pour bien voir le système de l'arbre urinaire supérieur. Donc, ça aussi, c'est une autre chose que vous allez voir si vous faites le tutoriel, là, c'est que le sang a tendance à se mélanger. Quand on injecte par le bras, par exemple, ou dans une voie jugulaire même, on va avoir du contraste très, très, très opacifié en haut. Et puis, si le patient fait soudainement un Valsalva ou une grande inspiration juste avant, ben ça va comprimer le diaphragme va baisser, ça comprime les structures abdominales qui sont comme une espèce d'éponge, et le sang qui est dans l'abdomen ici, je vais mettre le petit pointeur laser, là, le sang qui est dans l'abdomen ici va tout remonter par la veine cave inférieure. Ça va faire une espèce de mélange de sang qui est du sang qui est contrasté et du sang non contrasté. Puis ça peut induire des artefacts. Donc, souvent, les patients, on va demander de faire comme une grande inspiration. On va attendre un peu pour laisser passer ça ici qui est remonté, qui est non opacifié. Puis là, l'espoir, c'est que le sang ici qui est non opacifié, qui est opacifié, rentre ensuite dans l'oreillette droite, puis qu'on ait juste du sang opacifié qui passe et non une espèce de mélange de sang opacifié et non. Je montre quelques exemples réels que j'avais pris de certains milieux de stage. Donc, un abdomen, ici en C-, on voit des calcifications du foie, c'est une calcification grossière. Le C-, ça va être aussi nécessaire si on a une suspicion de saignement. Ça, je vais en reparler plus tard dans l'autre cours. Ici, c'est un exemple de piéloscan. Donc, on a un C-. Je sais pas s'il y en a qui voient quelque chose, peut-être, peut-être pas. On a quelque chose quand même d'hypodense ici, une espèce d'effet de masse hypodense à la lèvre postérieure du rein gauche. Si on donne du contraste, par contre, vous voyez que ça devient pas mal plus évident, puis on a même une zone ici hyporehaussante au cortex. Fait que si on a une phase artérielle tardive, on pourrait appeler ça une phase corticale rénale. C'est la même chose. On est à 40 secondes après injection de contraste. Vous voyez que la veine porte ici, elle est bien opacifiée. Si je montais un peu plus haut, par contre, les veines succépatiques ne seraient pas déjà opacifiées. Donc, on sait qu'on n'est pas en phase portale à 70 secondes. Là, on est en phase portale à 70 secondes. Vous voyez comment, par rapport au foie, la distinction avec la veine porte est plus la même parce que le sang est passé un peu de la veine porte dans le foie. Le foie est maintenant plus opacifié. Et la majorité du rein maintenant rehausse des deux côtés. Cette petite espèce de défaut de rehaussement, on le voit plus bien parce que maintenant tout le rein est rendu rempli de contraste, donc ça paraît moins le contraste ici. Mais cette lésion-là, elle reste bien démarquée. Et puis, on est en phase ici tardive, excrétrice, néphrogénique. C'est toute la même chose. On est à 5 minutes. Et là, vous voyez que le contraste commence à remplir le système caliciel et le bassinet rénal. Si on change la fenêtre, on serait capable de mieux voir ici à l'intérieur si jamais il y a un défaut de remplissage qui pourrait nous indiquer une tumeur. Par exemple, ici, un exemple de néo du pancréas. Donc, ça, c'est un scan sans contraste si le patient a une prothèse biliaire. Là, donc, on sait déjà qu'il y a un cancer du pancréas. Mais regardez comment sur ce scan sans contraste, il y a un effet de masse, on pourrait dire, bon, c'est peut-être un peu plus gros, les graisses sont infiltrées, je sais pas trop, mais quand on donne du contraste, on arrive bien à délimiter le pancréas normal, ici, et puis derrière, cette espèce de boule-là qui ne rehausse pas, et qui, ça, correspond à un adénocarcinome du pancréas, qui est quand même assez avancé, qui infiltre même des structures vasculaires ici. Donc, c'est quand même très, très, très important d'avoir une phase artérielle tardive à 40 secondes ou 35 secondes quand on veut éliminer ou investiguer un cancer du pancréas. Je montre des exemples d'angioscan du thorax. Il y a différentes saveurs, si on veut. Ici, c'est un protocole aortique.
on voit que l'aorte, elle est bien opacifiée. Ça ici, c'est les artères pulmonaires. Tandis qu'ici, un protocole embolie qui est quand même bien réussi, les artères pulmonaires sont extrêmement denses, l'aorte n'est pas déjà opacifiée, parce qu'on n'est pas déjà rendu dans le réseau artériel systémique. Donc, ça ici, c'est ce qu'on veut pour un protocole embolie pulmonaire. Si on vous demande un protocole embolie pulmonaire, vous faites ça, puis finalement, il sort que l'air de ça, ben c'est quelque chose qui est techniquement sous-optimal. Un autre exemple ici, ça c'est un protocole embolie bien fait. Vous voyez, l'aorte n'est pas déjà opacifiée, les artères pulmonaires sont extrêmement denses, extrêmement bien opacifiées. Ça c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Ici, un protocole d'embolie pulmonaire raté. On a attendu trop longtemps avant de partir l'injection. Et puis à ce moment-là, vous voyez que l'artère pulmonaire, elle est moins opacifiée que l'aorte. Ça, c'est pas normal. Donc ça, c'est un examen qui est raté. Ça se peut que ça demeure adéquat pour les besoins de la cause, qu'on n'ait pas besoin de le reprendre, mais c'est pas un examen parfait. Pour ce qui est des reconstructions, il y a différentes façons de faire aussi. Donc, les images sur du scan, c'est des coupes minces qui sont très bruitées, habituellement des coupes d'environ 0,5 à 1 mm. C'est des examens c'est des coupes qui sont pas agréables à regarder puis qu'on pourrait manquer des lésions. Donc, les protocoles que vous allez faire, que vous allez voir dans les différentes sections, ils incluent tous des reconstructions standardisées. Par exemple, l'abdomen va être reconstruit avec des coupes de 5 mm, et puis on va faire un axial, un coronal et tout. Mais sachez qu'il y a toujours possibilité de reconstruire selon vos besoins. Donc, habituellement, dans tous les milieux, les coupes natives sont enregistrées dans le scan au moins quelques jours. Puis, avec ces coupes natives-là, on peut demander aux technologues de nous faire les reconstructions qu'on veut et on peut même leur demander de nous envoyer les coupes natives au complet, puis nous, on fait les reconstructions qu'on veut. Donc, il y a plusieurs logiciels qui existent, soit dans le PACS intégré, dépendant dans les milieux, vous allez voir. En fait, tous les milieux ont une certaine façon de reconstruire de façon plus ou moins difficile dans le PACS directement. Sinon, il y a des milieux comme Sacré-Cœur et Oshim qui a un logiciel à part qui s'appelle TerraRecon. À Sainte-Justine, ils ont une affaire différente. Donc, vous allez voir après dans les différents milieux comment vous pouvez faire. Après, les choses qui influencent les reconstructions, vous allez voir le filtrage. Donc, soit on filtre en osseux ou tissu mou, ça va donner des apparences différentes. Je vais vous montrer des exemples. Et puis ensuite, l'épaisseur de coupe. Si on garde des coupes très, très fines, environ 0,6 mm, ou si on fait des coupes plus épaisses à 5 mm. Et ensuite, le type de reconstruction, je vais vous montrer des exemples, soit ce qu'on appelle Average Intensity Projection, AVRIGIP, là, c'est écrit de même souvent, MIP, qui est Maximal Intensity Projection, ou MINIP, qui est Minimal Intensity Projection. Puis d'autres choses qui affectent les reconstructions, c'est les techniques de réduction des artefacts métalliques. Donc, on va passer ça ensemble. Ça, je vous ai pris une image d'un patient qui avait un scan du bassin, puis il y avait des reconstructions en tissu mou et en os. Ici, j'ai changé celle qui était supposée d'être pour l'os, mais je l'ai mis au même fenêtrage que le tissu mou. Donc, vous voyez, les deux, c'est des coupes de 1 mm, mais vous voyez que le filtrage osseux est beaucoup plus bruité que le filtrage tissu mou. Le filtrage tissu mou va être mieux justement pour trouver des choses dans les tissus mous, mais le filtrage osseux va nous donner un aspect plus net de l'os. Donc, les deux sont utiles. Il faut juste savoir quand les utiliser. Ensuite, l'épaisseur de coupe ici. Ça, c'est un cas réel que j'ai eu sur la garde. En fait, beaucoup des cas que j'ai sortis pour les deux cours, là, c'est des cas que j'ai eu sur mes gardes récemment. Juste pour vous montrer, ici, je ne sais pas s'il y en a qui voient quelque chose. Je peux prendre le silence comme un non. Honnêtement, moi, là-dessus, j'ai rien vu. Puis ensuite, juste avant d'envoyer l'examen comme genre, tu sais, c'est un scan, c'est un angioscan pour embolie pulmonaire, il n'y avait pas d'embolie pulmonaire, tout ça. Puis là, je m'apprête à envoyer mon rapport, je veux dire, j'ai rien vu à l'abdomen supérieur. Puis là, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai dit, je vais reconstruire juste au cas où, parce que quand on fait l'angioscan embolie, on a juste des coupes minces pour voir qui sont en fenêtre tissu mou pour voir les embolies pulmonaires, mais pour voir l'abdomen supérieur, c'est pas super. Fait que là, je me suis dit, je vais reconstruire des images en 5 mm, ça va un petit peu réduire le bruit, puis ça va me donner plus une image d'ensemble. Puis là, j'ai reconstruit des images 5 mm. Ici, c'est subtil, mais on dirait qu'il y avait quelque chose qui m'accrochait un peu. Puis ça, c'est l'autre chose qu'il faut apprendre, c'est à jouer beaucoup avec le fenêtrage, surtout pour les lésions du foie. On change le fenêtrage et ensuite, on voit une grosse lésion hypodense ici. Je sais pas si ça sort bien sur votre écran, mais ça mesure 6 cm. Une autre lésion ici, hypodense de 5 cm, je crois. Et finalement, c'est des grosses métastases hépatiques. Donc, juste pour vous montrer à quel point, si on n'a pas les bons protocoles puis on n'a pas les bonnes reconstructions, si on a juste ici, ça, c'est la même chose là, pour le 0,75 mm de standard de l'angioscan pulmonaire, on peut passer à côté d'énormes lésions. Ça, c'est un peu gênant après ça, si jamais, tu sais, en cours, on vous revient puis dit, écoute, comment t'as manqué cette énorme métastase de 6 cm, puis il y en avait à peu près 4 dans le foie. Mais pour vrai, avec les coupes fines, c'était quasiment impossible à voir. Puis si on n'ajuste pas de façon très serrée notre fenêtrage pour mieux voir les lésions, on va les manquer.
Ça ici, c'est un exemple de MIP. Un MIP, c'est quoi? C'est si je prends par exemple ici un exemple, j'ai pris le même examen. Ici, je l'ai fait en reconstruction 3 mm average hip, donc la moyenne pour 3 mm. Puis ici, ça montre le pixel le plus intense, le plus dense sur 50 mm, donc 5 cm. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile de suivre le trajet des vaisseaux ici. Honnêtement, ici, je peux scroller, je peux défiler mes images, puis à un moment donné, je peux peut-être manquer une petite embolie pulmonaire, tandis qu'ici, j'ai plus une vue d'ensemble. C'est pas sans défaut, cette reconstruction-là, parce que des fois, je pourrais avoir une toute petite embolie pulmonaire centrale, puis puisque je fais la densité sommaire la densité cumulée de toutes ces coupes, ça se peut que je la manque, mais des fois, ça va vous permettre de voir comme, oups, le contraste se rend, puis là, pouf, il n'y a plus de contraste soudainement de façon abrupte, puis on va voir mieux les embolies comme ça, ou les saignements aussi. Les MIP, c'est extrêmement utile pour rechercher des saignements, puis bien voir l'anatomie vasculaire, ou voir des petites dilatations anévrismales, des choses comme ça. Je vous explique un petit peu c'est quoi un MIP. Ça vient d'une vidéo YouTube. Vous pouvez regarder ici, là, où c'est ça. En fait, les images sont tirées d'un article. La vidéo YouTube en parle un petit peu des différents types de reconstruction. Donc, ici, un MIP, c'est quoi? Par exemple, j'ai 15 coupes de 1 mm. Ben, je vais prendre pour ces 15 coupes le pixel dans lequel il y a quelque chose de plus dense, puis je vais l'afficher sur une image 2-dimensionnelle. Je peux faire la même chose avec des plus petites coupes. Je peux choisir de faire un MIP à 5 mm. Donc, ça va donner ici comme ça. J'aurai pas l'autre barre qui se projette. Donc, ça, c'est très, très utile. Moi, les MIP, j'en fais toujours. Là, les angioscans, par exemple, pour recherche de segments, viennent d'emblée avec certains MIP. Mais, par exemple, ça peut être un MIP de 8 mm, mais vous pouvez toujours en reconstruire si vous voulez des 10 mm, 12 mm, ou je veux juste un 3 mm, par exemple. Donc, ça, c'est à vous de voir. Ici, c'est ce qu'on appelle un MINIP. OK, ça, c'est utilisé un peu moins fréquemment, surtout en poumon. Mais ici, vous voyez que c'est des coupes de 0,75 mm. Avec le même fenêtrage ici, je prends le minimum de l'intensité de pixels. Si je fais, mettons, comme 50 coupes de 1 mm, une devant l'autre, puis je prends le pixel pour se projeter qui va être le moins dense. Donc ici, ça nous permet d'avoir une belle évaluation de l'arbre respiratoire, des bronches centrales. Parfois aussi, ça va nous permettre de mettre en évidence des zones où il y a du piégeage aérique, c'est-à-dire des zones qui sont comme plus noires que le reste du parenchyme. Ça peut être signe d'une petite obstruction dans les bronches très, très distales. Puis là, ça fait une espèce d'effet de valve à clapet, puis le poumon, il n'arrive pas à se vider, donc il reste une région plus noire. Ça pourrait être une des utilités des MINIP. C'est surtout utilisé en thorax. Ensuite, la dernière chose, c'est la réduction des artefacts métalliques. Ici, dans certains milieux, on a des scans en double énergie. Le double énergie va nous aider à pouvoir faire de la réduction des artefacts métalliques. Mais il y a aussi juste des méthodes, comme des plugins pour les différents scans là, qui vont permettre de faire un petit peu de façon mathématique, d'essayer de simuler une réduction des artefacts métalliques. Le double énergie, en deux secondes, quand ça fonctionne, c'est essentiellement, on va acquérir l'image avec deux énergies différentes de tubes, si on veut, le KV qu'on a parlé plus tôt. Et puis, la machine, après ça, va être capable de faire des calculs puis d'inférer l'image de quoi elle aurait l'air si on utilisait un KV encore plus élevé que ceux qu'on a utilisés. Fait que ça, ici, c'est l'image originale qui est acquise, si on veut. Puis là, après, on reconstruit avec des KV comme imaginaires, si on veut, basés sur ceux qu'on a réellement acquis avec ce scan-là. Puis vous voyez à quel point ça peut nous donner beaucoup moins d'artefacts métalliques ici que sur ce scan-là. Donc, les messages clés à retenir. Le protocolage demeure notre responsabilité. L'importance des renseignements cliniques, on ne peut pas le mentionner suffisamment. C'est sûr que si on vous dit juste douleur abdominale, vous allez avoir un peu de difficulté à choisir le bon protocole, tandis que si on vous donne plus de détails de qu'est-ce qu'on cherche exactement, ça va vous aider. Si finalement le clinicien soupçonne un cancer du pancréas, il faut qu'il vous dise parce que sinon vous n'allez pas faire la phase artérielle tardive, à 35-40 secondes. Il faut balancer toujours la radioprotection et la nécessité d'un examen diagnostique. Donc ça s'applique surtout à vouloir diminuer tellement la dose de radiation parce qu'on a peur. C'est important la radioprotection, mais en même temps, si on fait l'examen, c'est parce qu'on a une question clinique puis on pense que le bénéfice de l'examen est plus grand que la dose de radiation qu'on va donner. Donc, il faut garder ça en tête. Si jamais vous avez un doute en stage, ne vous gênez pas de vous référer au résident senior ou au patron. Puis juste globalement pour votre intro et le futur de votre résidence, n'ayez pas peur, une journée à la fois. C'est énormément d'informations qu'on vous transmet au début, mais tout le monde est passé par là, puis presque tout le monde a quand même survécu. Donc, il faut vraiment y aller une journée à la fois. Puis ça, c'est ici le lien que je vais vous envoyer, le PDF, là, mais ça, c'est le lien vers le tutoriel de Radiology Assistant sur le protocolage puis les différences entre les phases d'injection et compagnie.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Allô, est-ce que tu m'entends? Oui. Juste une petite question par rapport au MIP, par exemple. Est-ce que ça prend combien de temps à faire? Mettons, si on veut comme rajouter des reconstructions. C'est quelques secondes. Puis si vous les faites vous-même, ça peut même être instantané. Tu sais, avec les différents logiciels, genre, tu fais juste ouvrir les images coupe mince, peut-être en 5-10 secondes, ils sont ouvertes. Puis là, après ça, tu as juste un slider que tu peux dire je veux que ça soit 15 mm, puis ça va le faire en instantané. Puis là, tu peux les scroller. Puis là, vous verrez dépendamment des milieux, mais il y a façon d'enregistrer ces images-là dans le PAX. Ou de façon alternative, vous pouvez demander au technologue vous faites appeler le scan, mettons, qui a fait l'examen du patient, pour dire, écoute, peux-tu me reconstruire un MIP de 5 mm? Puis là, ça dépend évidemment de eux, comment ils sont occupés, là, mais faire les reconstructions elles-mêmes, c'est quelques secondes. C'est parfait, merci. Je pense que j'ai pas super bien compris là, les reconstructions. Quand on demande, mettons, une reconstruction à 3 mm, c'est une moyenne, c'est ça? Ouais. Disons qu'on a des coupes à 0.75 mm, puis on veut une reconstruction comme au 3 mm, par exemple. Ça va faire une moyenne des comme 4 coupes avant et après, c'est ça? C'est ça. Par défaut, là, quand on dit des coupes de 3 mm ou des coupes de 5 mm, on réfère toujours à une moyenne. C'est ça, j'ai oublié de mentionner. Là. Quand on met, mettons, des MIP ou des MINIP, là, c'est rare qu'on fait des MINIP, honnêtement, mais des MIP, on en fait fréquemment. Les MIP, on va toujours dire c'est un MIP 5 mm, c'est un MIP 10 mm. Mais règle générale, si je dis j'ai des coupes de 3 mm, des coupes de 2 mm, des coupes de 5 mm, c'est toujours ce que je vous ai parlé au début, qui est le average IP, là, ici. Donc, c'est vraiment ça ici, ça fait la moyenne, finalement. Là, donc, c'est comme quand on dit des coupes de 5 mm, ça va être le average IP. C'est ça qu'on réfère. OK. Mais c'est ça, mais les coupes qu'on a disponibles sont au 0.75. Donc, dans le 5 mm, il y a comme 6 ou 7 coupes qui ont été average, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a des examens comme les angioscans embolie pulmonaire ou les angioscans pour saignement où on va vous envoyer dans le PAX. Le PAX, c'est le logiciel que vous utilisez pour regarder les images. Ouais. On va vous envoyer les coupes minces. Mais il y a d'autres examens, comme si vous faites juste un scan abdominal de routine, on va pas vous envoyer ces coupes-là parce que ça fait beaucoup de données à conserver sur le PAX. Puis le PAX, c'est un serveur, il faut qu'il envoie les données à toutes les stations et tout. Donc, c'est très lourd à transférer toutes ces données tout le temps. Donc, on n'envoie pas de façon routine les coupes minces pour tous les examens. Mais elles sont toujours prises. Ils sont toujours prises. Le scan, ça, vous allez voir l'année prochaine, je pense que c'est R2, votre cours de physique du scan. Vous allez tout revoir ça, là, en plus en détail. Mais là, c'est juste pour vous donner un peu une intro. Mais le scan, maintenant, les scans modernes, c'est toujours ce qu'on appelle des acquisitions hélicoïdales, presque toujours des acquisitions qu'on dit volumétriques, donc qui acquièrent tout le volume avec des coupes minces. Okay, mais ces images-là sont enregistrées sur la machine du scan, mais sont pas nécessairement envoyées d'emblée pour être visualisées. Donc, le scan va le garder pour quelques jours jusqu'à temps que le disque dur du scan soit plein, puis là, ils vont purger les plus vieux examens. Si vous voulez qu'il reste comme en permanence, il faut que vous demandiez qu'on vous transfère les images en coupe mince. Mais mettons, pour les scans abdos, pour le nombre de scans, si on fait des centaines de scans par jour, parfois, on peut pas avoir les coupes minces pour tous les examens. Donc, on va généralement avoir des coupes de 4 mm, 3 mm ou 5 mm, dépendamment du protocole. Puis ça va rester archivé pour toujours, mais les coupes minces vont être effacées. Donc, habituellement, les examens les coupes minces seront pas effacées du scan avant que le rapport sorte, là. Donc, il y a toujours moyen, quand vous êtes en train d'interpréter un examen, d'avoir les coupes minces. Okay. Et si vous comparez avec des vieux examens, des fois, puis tu dis, j'aurais aimé avoir un MIP sur l'ancien pour voir si telle petite dilatation de l'artère splénique, elle était déjà là, je sais pas trop, ben, vous n'allez pas nécessairement avoir les coupes minces des examens plus vieux. Ouais, je comprends. OK, ça marche, merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question aussi sur un peu le même sujet. Fait que nous, on est responsable de protocoler les contrastes et tout ça, mais tu sais, comme l'épaisseur des coupes et tout ça, est-ce qu'on est responsable de jouer avec ça aussi ou est-ce que c'est déjà standardisé dans... Ça, c'est standardisé. Si toi, tu veux un angioscan pour éliminer un saignement, tu vas demander, tu vas faire le protocole qui est angioscan, hémorragie, par exemple, au CHUM. Dans les autres milieux, là, ça fait plus longtemps que j'ai fait des angioscans dans les autres milieux, mais il va y avoir un protocole déjà fait comme ça. Puis ce protocole-là, vu que c'est angioscan pour recherche d'hémorragie, va inclure, par exemple, un scan sans contraste, un angioscan
avec un gros bolus de contraste injecté très rapidement en phase artérielle précoce et une phase tardive. Habituellement, pour les saignements, ça va être à 90 secondes. Puis tout ça va vous être envoyé avec des coupes minces, généralement reconstruits en coronal et sagittal avec déjà des MIP, je sais pas, genre 8 mm. Ça va tout sortir. Vous avez juste à cocher puis ça va tout vous sortir. Mais je vous montre un peu tous ces principes-là parce que vous allez voir pourquoi c'est important que j'aille le MIP. De un, pourquoi je regarderai le MIP, puis pourquoi je choisirais le protocole qui va m'inclure le MIP. Mais par exemple, d'autres fois, comme là, vous voyez le cas que je vous ai montré d'angioscan pour embolie, on cherchait pas des métastases hépatiques. Puis moi, j'ai juste eu ça ici, cette image-là, qui était très bruitée. Puis là, je me suis juste dit, c'est tellement bruité, on dirait que j'arrive pas à bien voir. Je vais me faire des reconstructions moi-même avec le logiciel. J'ai fait ça, je me suis fait du 5 mm. Puis après ça, j'ai attrapé des énormes métastases hépatiques qui seraient passées inaperçues sinon. Donc, c'est quand même important juste de savoir que vous avez quand même le choix de faire des reconstructions supplémentaires aux besoins. Puis il faut juste aviser les technologues qui vous envoient les coupes minces si vous les avez pas déjà. Est-ce que ça répond à ça? OK, merci. Oui, ouais, c'est bon. C'est aussi une autre question. Vous n'avez pas besoin au début de vous casser la tête, genre, fuck, combien, là, je mets ça 2 mm, puis je fais-tu du MIP? Au début, là, faites-vous-en pas. Vous allez voir les présentations des autres résidents, des autres patrons. Comment faire des protocoles standards là, usuels que vous allez avoir le plus fréquemment sur vos gardes. Puis ça, pour le début, ça va être amplement suffisant. Si vous voulez, après, vous tenter de faire des reconstructions dans les logiciels, on pourra vous le montrer au fur et à mesure, puis vous allez prendre de l'autonomie progressivement. OK, merci. J'ai juste une autre question aussi. Là, pour l'angioscan, comme tu as dit, des fois, ça peut sortir comme de mauvaise qualité parce qu'on attrape le HU un peu trop tard dans l'artère pulmonaire. Là, si on a une image de mauvaise qualité, est-ce que c'est genre le tech qui va voir l'image qui va refaire le protocole ou est-ce que nous, on voit plus tard, il faut comme genre rappeler le patient pour dire « on va refaire le scan parce que c'était pas beau ». Ça va être variable. Souvent, les technologues vont vous appeler sur la garde pour dire, ou de jour, là, dépendamment du stage dans lequel vous êtes, pour dire, écoute, j'ai essayé de faire tel angioscan, il est vraiment pas beau, est-ce que ça vaut la peine que je le reprenne? OK? Puis, comme l'image que je vous avais montrée, là, je vais juste revenir, le contraste qui se mélange, tu sais, des fois, c'est pas la faute le plus souvent, c'est pas un problème de la technologue, c'est un problème que le patient n'a pas respecté les consignes, ou a mal compris les consignes, ou le patient est délirieux, peu importe. Et puis, tu sais, comme le fait que l'angioscan soit raté, ça peut être dû à plusieurs choses, comme le patient a pris une grosse inspiration juste avant, le patient a fait un Valsalva, le patient a fait une arythmie, ou le patient a un bas débit cardiaque. Tu sais, nos protocoles sont faits, mettons, j'injecte, puis là, je scanne à 35 secondes, mais ça assume une physiologie normale. Si le patient est en insuffisance cardiaque sévère, puis son débit cardiaque est extrêmement réduit, ben lui, au lieu de prendre 35 secondes avant que le sang soit rendu dans l'artère, dans la veine porte, ça peut y prendre 50 secondes ou 60 secondes. Donc, il y a plusieurs fois où que c'est avec des facteurs physiologiques du patient ou juste des problèmes de compréhension, peu importe, qui vont faire que l'examen ne sera pas diagnostique. Là, ça va être votre rôle d'évaluer au cas par cas. Par exemple, l'angioscan pulmonaire, j'essaie de voir si je peux le trouver. Tu sais, si comme lui, il est raté, entre guillemets, pour un angioscan embolie, c'est pas super. Mais par contre, tu sais, je peux quand même dire que ici, mettons, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Je vois pas de défaut de remplissage. Puis plus loin non plus, tu sais, on pourrait probablement voir jusqu'en sous-segmentaire, proximal. Je serais peut-être pas capable d'évaluer les tout petites branches très, très, très distales. Mais si le médecin, mettons, je l'appelle, je dis, écoute, le patient est encore sur la table, l'examen est pas beau, il demeure quand même de qualité acceptable pour éliminer une grosse embolie. Est-ce que vous voulez qu'on répète ou non? Puis généralement, ils vont dire non, c'est correct, mettons, ma suspicion n'était pas si élevée que ça, ou peu importe. Si vous dites oui, j'aimerais qu'on répète, ses reins sont capables de prendre, de subir une deuxième injection de contraste, bien à ce moment-là, vous pouvez tenter de réinjecter puis espérer avoir un examen meilleur, mais ça ne sera pas toujours le cas. Des fois, vous allez répéter l'examen, il ne sera pas mieux que le premier. Puis là, bien, vous venez effectivement d'injecter une deuxième fois pour rien. Donc, ça va être à voir au cas par cas, mais généralement, les technologues vont vous appeler. Des fois, vous allez avoir une surprise, vous ouvrez l'examen, puis il est vraiment pas beau, puis la technologue a déjà retourné le patient parce qu'elle avait pas remarqué qu'il y avait comme un artefact important ou quoi que ce soit. OK, merci.